Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Merci à tous. Alors, on va commencer. Donc, c'est un webinaire qui est consacré donc à l'endométriose. Alors, les intervenantes, ça sera principalement donc EndoFrance, avec notamment Yasmine qui est présidente d'EndoFrance, Josepha qui est vice-présidente d'EndoFrance, et moi-même, mais j'interviendrai pour vous présenter le projet dans lequel s'inscrit cette intervention, tout simplement. Et puis, pour la fin, si vous avez des questions, en fait, vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans le chat qui est sur votre droite, et on prendra un petit quart d'heure pour répondre à l'ensemble des questions posées. Alors, donc, comme je le disais, c'est un webinaire qui est consacré donc à l'endométriose. Donc, c'est un webinaire d'information et de sensibilisation donc à la maladie de l'endométriose, sachant qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine d'information et de prévention sur la maladie. Alors, les thèmes qui seront abordés pendant ce webinaire, qui durera environ 45 minutes, donc, je vais prendre quelques temps pour présenter Kyrialis rapidement, le projet dans lequel s'inscrit ce webinaire. Et puis ensuite, Yasmine et Josepha feront donc un focus sur l'endométriose. Et vous pourrez ensuite poser vos questions et vos réponses. Alors, quelques mots sur Kyrialis avant de commencer. Donc, Kyrialis, c'est une institution de prévoyance pour les salariés des cabinets d'avocats depuis plus de 60 ans maintenant, et qui intervient sur plusieurs domaines, donc la prévoyance, la complémentaire santé, la retraite, la dépendance, l'indemnité de fin de carrière et l'action sociale. Alors, Endocare, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement une initiative des collaborateurs de Kyrialis qui a été lancée fin 2018 et qui s'appelle PEPS Challenge. Et PEPS Challenge, qu'est-ce que c'est? Ça représente en fait les valeurs de Kyrialis, donc proximité, engagement, performance et solidarité. Donc, je fais partie du collectif Endocare avec 4 autres collègues, Arnaud, Hortense, Golera et Mariama, qui travaillent avec moi pour faire rayonner en fait ce projet. Excusez-moi pour le passage de slide. Je vais aller de l'autre côté, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Endocare? En fait, c'est tout simplement un projet qui a été mis en place parce qu'il y avait une personne dans mon équipe qui a tout simplement cette maladie, qui l'a toujours. Et j'ai voulu faire en fait de cette difficulté un atout en mettant en place justement cette initiative et faire de la prévention en interne, mais aussi en externe auprès des clientes de Kyrialis, mais auprès de toutes les femmes qui pourraient effectivement être atteintes de cette maladie, puisqu'il y a une femme sur 10 qui sont touchées. Donc, je trouvais que c'était important de vraiment mettre en lumière cette pathologie et faire un maximum d'informations sur ce projet. Et pour retrouver l'ensemble des défis solidaires qui sont mis en place par Kyrialis, parce qu'il y a celui sur l'endométriose, mais il y en a plusieurs, il y en a d'autres, et vous pouvez les retrouver tout simplement sur le blog solidaire de Kyrialis. Je vais désormais passer la parole à Yasmine et à Josepha, qui vont vous parler de l'endométriose. Yasmine et Josepha, c'est à vous. Merci. Merci Sandra pour cette belle introduction et cette initiative également et de nous inviter aujourd'hui. Du coup, je vais lancer, je ne sais pas si j'arrive à cliquer sur Play pour lancer le clip. Ah voilà. Parce que de nombreuses femmes souffrent en silence, parce que le diagnostic est complexe,
tardif et difficile à comprendre, parce qu'il faut se battre pour une meilleure prise en charge et pour être entendu, parce que c'est aussi une maladie de couple. EndoFrance a été créée en 2001 pour soutenir les femmes et leur entourage. Rencontres amicales, groupes de parole et ateliers sont autant de lieux d'échange sur le comment vivre avec la maladie. Grâce à notre comité scientifique composé d'experts reconnus pour leurs compétences, nous délivrons une information validée scientifiquement. Pour informer le public sur cette maladie gynécologique chronique touchant 1 à 2 femmes sur 10, nous organisons semaine après semaine, dans toute la France, des conférences et des tables rondes. Pour compléter notre mission d'information, nous avons publié les idées reçues sur l'endométriose avec le soutien de spécialistes et avons coproduit le film « Toi, mon endo ». Ayant à cœur de faciliter un diagnostic précoce pour les adolescentes, nous menons des actions de sensibilisation dans les collèges et lycées et intervenons dans la formation des infirmières scolaires. Agissant depuis notre création auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie, nous avons également rédigé un chapitre des recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose, publié par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Nous travaillons avec les autorités publiques à la mise en place des filières de soins dédiées à l'endométriose et intervenons dans diverses commissions ministérielles. Première association de lutte contre l'endométriose à être agréée par le ministère de la Santé en 2018, nous œuvrons sur le terrain en étant un pont entre institutions médicales et patients. Depuis 2016, nous avons versé plus de 150 000 € à différentes équipes de recherche dédiées à l'endométriose. Parce qu'association rime avant tout avec engagement et surtout don de soi, EndoFrance a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis. Laetitia Milo œuvre à nos côtés depuis des années afin de sortir la maladie de l'ombre. Elle a créé en 2016 le tout premier spot de sensibilisation diffusé sur plusieurs chaînes TV, dont TF1. Thomas Ramos, rugbyman, témoigne en avril 2019 et lève le voile sur le difficile rôle du conjoint vivant au quotidien les difficultés que peut avoir la femme atteinte d'endométriose. Mais pour que les 3 mots d'EndoFrance, soutenir, informer, agir, puissent autant résonner sur le territoire national comme international, il faut également la force, le regard et l'investissement de plus de 110 bénévoles, de plus de 2300 adhérents et de plus de 60 000 followers. Un travail colossal où rigueur rime avec partage, où empathie rime avec action, où solidarité rime avec espoir. Voilà, c'était une petite présentation tout à fait rapide de l'association. Nous lançons avec cet événement la 17e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Sur notre calendrier, vous retrouverez tout un tas d'événements que nous organisons tout au long de la semaine sur l'ensemble des régions, puisque avec la visio, nous pouvons bien sûr vous proposer des événements, quelle que soit votre région, et notamment des tables rondes, dont la première débute ce soir sur notre chaîne YouTube en live, qui sera dédiée à la recherche, et on terminera la semaine avec une table ronde sur la gestion de la douleur et la place du CBD dans l'endométriose. Alors justement, l'endométriose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va essayer de vous en parler rapidement, vous présenter la physiopathologie, vous parler aussi de la dénomiose qui est une maladie cousine de l'endométriose. Voilà, et pour ça, je vais vous parler des symptômes et du diagnostic. C'est très difficile encore aujourd'hui pour la communauté scientifique internationale de dire quelle est la cause exacte de l'endométriose. Il y a plusieurs théories à cela, bien sûr, qui peuvent expliquer la maladie. Et c'est très difficile en tout cas de présenter l'endométriose sans parler de la théorie du reflux menstruel qui va concerner 80% des atteintes que les personnes atteintes d'endométriose peuvent connaître. Le principal symptôme qui est commun à toutes les personnes atteintes, c'est la douleur dans 70% des cas. Dans 70% des cas, l'endométriose
sera douloureuse. Quand on parle d'une douleur, c'est vraiment une douleur qui va empêcher d'agir dans le quotidien, empêcher de se lever, pour les jeunes filles d'aller au lycée, pour les plus âgées d'aller travailler. Ça, c'est vraiment une douleur qui doit inquiéter et qui est un symptôme d'appel de ce qu'est l'endométriose. Il y a une multitude de symptômes dans l'endométriose. Donc, les douleurs pelviennes, évidemment, des douleurs lombaires, bien évidemment, puisque ça peut résonner dans le bas du dos. Tout ça, c'est très lié, hein, tout le petit bassin. Ce sont des douleurs pendant les règles, c'est ce qu'on appelle les dysménorrhées. Ce sont des douleurs pendant les rapports sexuels, la dyspareunie. Ce sont des douleurs associées à des troubles urinaires, donc la dysurie, ce sont des douleurs à la miction, des douleurs à la défécation, c'est la dyschésie. En fait, pour parler du tableau, dresser le tableau des symptômes, on parle souvent de la table des 10, dysménorrhée, dyspareunie, dysurie, dyschésie, voilà, les 5 D en ajoutant les douleurs pelviennes. Mais il y a aussi des endométrioses qui vont se développer sans faire de bruit. Et très souvent, celles-ci, malheureusement, vont conduire à l'infertilité. On dit que sur 10 femmes atteintes d'endométriose, 3 ou 4 connaîtront des problèmes de fertilité et n'auront pas d'enfants. Toutes les femmes en âge de procréer peuvent être atteintes. Ça veut dire qu'on n'est jamais trop jeune, malheureusement, pour avoir une endométriose et que les adolescentes sont concernées par l'endométriose. Bien sûr, il ne faut pas s'affoler. Toutes les douleurs pelviennes pendant les règles ne sont pas dues à l'endométriose, fort heureusement. Il faut bien sûr caractériser cette douleur, voir si elle est accompagnée d'autres symptômes. Et c'est le travail du médecin que de faire un interrogatoire qui permettra d'orienter vers le diagnostic de l'endométriose. Il faudra vraiment qu'il pose tout un tas de questions, notamment sur l'intensité et la fréquence des douleurs, sur les symptômes associés, les troubles urinaires digestifs, les douleurs pendant les rapports, la fatigue. Voilà, tout ça, ça doit alerter, ce sont des signaux d'appel. Bien sûr, avec un examen, quand il est mené par quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, l'examen gynécologique va pouvoir montrer des tissus qui sont plus ou moins souples, une résistance des organes, etc., qui vont montrer la présence déjà d'adhérence. Et puis, bien sûr, l'examen de référence, c'est l'imagerie. Et on commence toujours, l'examen de première intention, c'est une échographie, si possible endovaginale, qui va montrer très précisément les lésions. Et l'IRM, c'est l'examen de deuxième intention qui va intervenir pour dresser une cartographie des lésions. Quand l'échographie aura révélé des lésions d'endométriose, l'IRM va pouvoir les préciser, va pouvoir montrer l'infiltration des tissus. Ça va déterminer le geste chirurgical derrière du médecin. Et puis, bien sûr, l'IRM peut être pratiqué quand on est chez les toutes jeunes filles qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel, puisque l'échographie endovaginale consiste à introduire une sonde échographique dans le vagin pour être au plus près des lésions. Voilà. Et le grand problème de cette maladie aujourd'hui, qu'on a du mal à diagnostiquer, d'abord à cause de la difficulté des symptômes qui ne se révèlent pas tous hein, chez les femmes. Les symptômes sont variés. Il y a plusieurs formes d'endométriose. On va parler, aujourd'hui, on ne parle pas de stade d'endométriose, on va parler de formes. Il y a les endométriomes, ce sont les kystes aux ovaires, les kystes d'endométriose aux ovaires. Il y a l'endométriose superficielle et l'endométriose profonde, c'est-à-dire une fois que les lésions d'endométriose vont infiltrer les organes. Donc, tout ça, alors il n'y a aucune corrélation, ça c'est important aussi à savoir, il n'y a aucune corrélation entre le type d'endométriose que vous pouvez avoir et la douleur que ça va générer. Une endométriose dite superficielle peut être très douloureuse et à contrario, il y a des endométrioses, comme je disais tout à l'heure, qui sont asymptomatiques, qu'on ne va découvrir un peu par hasard, soit dans le cadre d'un autre examen ou dans le cadre d'un bilan de fertilité. Et la diversité de ces symptômes et le manque de formation des médecins ont fait que le diagnostic d'endométriose se pose malheureusement entre 7 et 10 ans. Il y a une moyenne de 7 ans qui est vérifiée. Hein. Il se passe 7 ans entre le premier symptôme et le diagnostic d'endométriose et encore une année après pour la prise en charge. Je te laisse. Du coup, je vais prendre le relais, effectivement, et ça va me permettre aussi de répondre à la question qui a été posée dans le chat, puisqu'on va aborder
la partie des traitements de l'endométriose, je dirais qu'il y a vraiment 2 facettes en fait dans la prise en charge de l'endométriose, à savoir le premier, traiter les symptômes puisque, comme Yasmine l'a expliqué, en fait l'endométriose va être calée sur le cycle féminin et la production des hormones, donc les œstrogènes notamment, et on va essayer du coup de juguler la progression de la maladie et des symptômes en proposant en première intention un traitement hormonal pour stopper la survenue des règles. Là, ça me permet de répondre à votre question. En fait, une endométriose traitée par traitement hormonal, normalement, ne devrait pas, je dirais, continuer de progresser. Cependant, on n'a pas, je dirais, de chiffres par rapport à ça. Néanmoins, il convient aussi d'avoir un traitement adapté à sa propre personne, puisque, comme vous avez pu comprendre lors de l'explication de la maladie, mais aussi par rapport au traitement, il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Et donc, à chacune de trouver son traitement qui lui permettra que la maladie n'évolue pas et reste sous contrôle. On parle également de la grossesse et de la ménopause. Alors, on les a mis dans les traitements, mais on combat ici encore une idée reçue par rapport à la maladie, puisque la grossesse va, dans la plupart des cas, mettre en pause la maladie, puisqu'elle va créer une aménorrhée, donc une absence de règles. Et pareil pour la ménopause, les règles ne seront plus présentes. Néanmoins, quand on a déjà des lésions ou des douleurs chroniques, il se peut que ces douleurs puissent perdurer pendant une grossesse ou encore après à la ménopause. Donc là encore, je dirais, on bute un peu aux limites de la connaissance de la maladie qu'on a à l'heure actuelle. Donc difficile d'avoir des chiffres par rapport à ces cas-là. Finalement, lorsque, je dirais, le handicap au quotidien est trop important ou que, par exemple, on souhaite augmenter les chances de fertilité, on peut avoir recours à ce qu'on appelle une chirurgie, donc la plupart du temps par une cœlioscopie, pour essayer d'enlever toutes les lésions en fait au sein du pelvis. C'est tout ce qu'on va trouver. Ici encore, certaines douleurs pourraient persister après l'opération, donc on évite aussi l'opération systématique et les médecins essaient de limiter au minimum le nombre d'interventions chirurgicales par rapport à l'endométriose. Comme on l'a vu, dans l'endométriose, il n'y a pas que les symptômes, le traitement hormonal, il y a aussi la douleur qu'on peut attaquer du coup par des traitements allopathiques, donc médicaux, donc la prise d'antalgiques par exemple et d'anti-inflammatoires. Un des symptômes de l'endométriose, c'est notamment qu'on a une résistance aux antalgiques de palier 1. Donc, il va falloir, je dirais, développer un arsenal un peu plus conséquent pour lutter contre la douleur. Cependant, on reste sur une maladie chronique au long cours. Donc, notamment dans la prise de opiacés et de morphinique, on recommande quand même une prise exceptionnelle et pas que ça devienne un traitement au long cours, puisqu'il peut en découler des addictions et un certain nombre d'effets secondaires. Comme je le disais avant, il n'y a pas une, mais des endométrioses. Donc, il convient aussi à chaque personne atteinte d'endométriose de trouver, je dirais, un peu son mix pour vivre mieux avec sa maladie. Et c'est aussi tout l'enjeu et du rôle d'EndoFrance, c'est aussi d'orienter les personnes qui souffrent afin qu'elles puissent trouver des traitements complémentaires, donc en parallèle d'un traitement hormonal éventuel, pour vivre mieux avec leur maladie. Donc, c'est ce qu'on vous a mis ici. Donc, notamment, on peut être pris en charge dans des centres antidouleurs ou par un algologue dont la spécialité est vraiment la prise en charge des douleurs, parce qu'ici encore, votre médecin traitant ou votre gynécologue arrivera peut-être à ses limites lorsqu'il s'agit de douleurs qui deviennent chroniques. Sinon, on peut avoir recours à tout ce qui est la kinésithérapie, l'ostéopathie, qui va permettre de redonner de la mobilité au pelvis et éventuellement de réduire les douleurs. Ensuite, de par le retour des patientes avec lesquelles on est en contact, il y a d'autres techniques qui peuvent fonctionner, à chacune aussi de voir à quoi on est plus ou moins réceptive. Mais voilà, tout ce qui est l'hypnose, la sophrologie, l'acupuncture, ça peut aider à aller mieux, ça peut aider à vivre une vie normale et sans être, je dirais, trop prise par la douleur.
L'activité sportive, qu'elle soit adaptée ou aussi pratiquée, je dirais, de manière personnelle, peut aider à vivre mieux avec la maladie. Alors, quand on parle adapté, c'est aussi, voilà, quand on a beaucoup de douleurs, il nous faut quelqu'un qui nous accompagne dans cette activité sportive. Mais on sait tous les bénéfices, voilà, d'une activité sportive, notamment dans la production d'endorphines, qui va permettre de lutter contre la douleur. Le suivi de la sage-femme, qui est un partenaire, je dirais, plus de proximité par rapport à un gynécologue qu'on voit peut-être un peu moins souvent, qui peut aider à vivre mieux avec sa maladie, notamment lorsque l'on rencontre ce qu'on disait avant, la dyspareunie, donc la douleur au rapport sexuel. Les sages-femmes peuvent être d'une grande aide et je dirais s'installent vraiment comme des partenaires de proximité dans la gestion de la maladie. Les patchs chauffants à plus grande échelle, je dirais la thermothérapie qui peuvent aider, donc l'application du chaud, du froid en local. Donc par exemple prendre des bains chauds ou appliquer les patchs chauffants, que ce soit sur les lombaires ou devant, au niveau de là où on a des douleurs, ça peut aider. On a le TENS également, qui est l'application de stimulateur électrique au niveau des douleurs. Ici encore, ça peut être une prise en charge qui peut être proposée dans le centre antidouleur ou aussi pour vous, je dirais de manière plus à votre initiative. Les cures thermales, il y en a de plus en plus qui se développent. Vous avez un paragraphe aussi à ce sujet-là sur notre site. Les cures thermales gynécologiques qui peuvent être d'un bénéfice certain lorsque l'on souffre de douleurs chroniques. Et finalement, l'EMDR, donc qui est une technique de désensibilisation au trauma, qui peut aider aussi à surmonter la maladie et ses douleurs. En plus de ça, on peut toujours avoir recours, je dirais, à des thérapies aussi qui peuvent nous aider, donc tant que ce soit par exemple psychologique, etc., notamment quand on a l'annonce du diagnostic, qui peuvent être très prenantes et moralement et émotionnellement épuisantes. Donc là encore, tout ce qui va permettre à la personne qui souffre d'endométriose de vivre mieux est toujours bon à prendre. Et donc finalement, le saviez-vous, effectivement, les crises de douleur d'endométriose, c'est parfois difficile à quantifier puisque la douleur, ça reste quelque chose de très individuel, mais on les compare quand même à des contractions, par exemple, d'accouchement. Donc quand on sait que pour certaines femmes, c'est très récurrent, on voit à quel point parfois elles peuvent être handicapées par ces douleurs d'endométriose. Je vais passer à la slide suivante. J'ai pas eu le temps de voir les questions, mais Yasmine, je compte sur toi pour m'interrompre s'il y a des questions ou si tu as des choses à rajouter. Pas de souci. Du coup, avec tout ça, on voulait aborder une autre partie qui est l'impact sur la vie de la femme ou de la personne atteinte d'endométriose et son entourage. Je tiens à rappeler que ça va être un portrait peut-être un peu négatif, mais l'intérêt aussi, c'est de passer le message, notamment en tant que première association de patientes, que on peut vivre bien et mieux avec l'endométriose, et c'est là aussi tout l'intérêt de notre équipe de bénévoles qui est en contact avec les personnes qui souffrent d'endométriose, de vraiment leur apporter les clés pour surmonter en fait ces obstacles au quotidien. Du coup, donc l'impact, je dirais, sur la vie sociale d'une personne qui souffre d'endométriose, c'est déjà que c'est une maladie invisible. Donc, personne la voit, on n'a pas le bras en plâtre, on n'a pas de béquille, mais notre souffrance est réelle et la douleur est réelle. Donc, c'est compliqué des fois pour les gens qui nous entourent de comprendre tous ces symptômes liés à la maladie. De plus, on se trouve quand même dans, je dirais, un contexte qui a tendance à normaliser la douleur. Alors, je vais pas non plus m'engager dans le débat de l'importance de la parole de la femme, mais voilà, on entend quand même encore certaines femmes venir vers nous en nous disant que le médecin lui a dit que la douleur c'était dans la tête. Voilà, donc là je rappelle, non, la douleur c'est pas normal, et si vous souffrez, il faut aller consulter, et si vous n'êtes pas écouté, il faut aller consulter un autre médecin. Donc la douleur n'est pas normale. Comme Yasmine l'a mentionné dans la première partie, on a à peu près entre 7 et 10 ans pour avoir un diagnostic. Donc, quand on voit, je dirais, l'importance de la douleur et que pendant peut-être 7 ou 10 ans, on est en errance avec ces douleurs qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à expliquer et qu'on a du mal à avoir un diagnostic, à mettre le doigt
sur cette maladie et sur voilà de quoi on est atteinte, ça peut être extrêmement pénible, voire voilà, on peut s'isoler, on peut tomber dans une dépression. Donc ça peut être vraiment, je dirais, très très négatif en fait sur la femme, la personne atteinte, ainsi que son estime de soi et sa confiance en soi. Vivre avec les douleurs chroniques, les symptômes, la fatigue, voilà, on ne sait jamais quand une crise de douleur va arriver. On ne sait pas, voilà, on n'arrive pas à prévoir. Et puis, voilà, il se peut que aujourd'hui on aille bien, ou cet après-midi on aille bien, et ce soir, on a une grosse crise de douleur et on est cloué sur place, cloué sur son canapé ou dans son lit. Donc c'est aussi très pénible de vivre avec, je dirais, cette épée de Damoclès constamment sur la tête. Et surtout, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont du coup faire leur vie, en fait, vraiment en fonction de cette maladie et de leur douleur, de leurs symptômes et de leur fatigue. Et justement, c'est ce pourquoi on se bat, que voilà, l'endométriose ne dicte plus la vie de ces personnes atteintes, mais que justement, on puisse vraiment reprendre le dessus et avoir, je dirais, un maximum de contrôle en fait sur nos symptômes. La vie de couple, alors déjà vivre avec quelqu'un qui a une maladie chronique, c'est pas évident, parce que déjà pour la personne elle-même c'est pas évident. Donc voilà, entre les symptômes, la fatigue, de se sentir impuissant à côté de quelqu'un qui souffre au quotidien, ça peut être vraiment vraiment lourd. Aussi l'annonce du diagnostic, hein, par exemple, voilà, quand on sait que ça va peut-être être compliqué d'avoir des enfants, que notre conjointe va souffrir toute sa vie certainement de cette maladie, il faut pouvoir se projeter et pouvoir faire un travail aussi sur soi ou sur son couple par rapport à ça, sans parler évidemment des difficultés potentielles à avoir des rapports sexuels ou la fertilité. Donc voilà, il y a certains couples malheureusement qui n'y survivent pas, mais je dirais l'appui d'un conjoint ou d'une conjointe est extrêmement important pour les personnes qui souffrent d'endométriose. Là, ça fait écho, je dirais, plus à la difficulté d'avoir un diagnostic. Il est aussi parfois difficile d'avoir un suivi médical de qualité et au long cours. En France, on est aussi parfois confronté, je dirais, à un désert médical. Donc déjà, quand on voit que certains médecins sont peut-être pas forcément formés ou très au fait de la prise en charge de l'endométriose. Donc quand le prochain médecin est loin en termes de kilomètres, ou peut-être voilà plus des experts sur la maladie, qu'on est obligé de faire 2-3 heures de route, par exemple, ça peut être très pénible, notamment si on souffre de douleurs chroniques. Donc, on reste aussi, je dirais, on essaye aussi avec Endo France d'améliorer ça et de faire en sorte que, sur tout le territoire, il y ait, je dirais, ce qu'on appelle des filières de soins qui permettent à chaque personne qui souffre d'être pris en charge à la mesure de ce qu'elle a besoin. L'influence des traitements, donc notamment hormonal, voilà, c'est clair qu'il peut y avoir des effets secondaires par rapport à cette prise de traitement qui peut avoir un impact sur la vie de la personne atteinte. Alors ça peut être voilà de l'acné, d'une perte de libido, de l'irritabilité. Donc voilà, on est toujours tributaire de cela, et parfois voilà des effets secondaires minimes valent peut-être mieux qu'une récidive. Donc, on est parfois condamné un peu à prendre un traitement qui a des effets secondaires. Mais une fois encore, on essaie au maximum d'informer les patientes pour qu'elles puissent faire des choix éclairés par rapport à leur prise en charge et à leur traitement. Il est difficile de faire comprendre à notre entourage ce que représente vraiment la maladie, et parfois on est confronté au manque de compréhension, au manque d'empathie. Donc ça peut être, voilà, ça peut nous mener à de l'isolement, de la dépression, d'où l'intérêt aussi d'informer le grand public pour que chacun sache quels sont les enjeux de cette maladie. Difficultés financières, alors voilà, quand on est confronté aussi par exemple à l'absentéisme au travail, quand on a des jours de carence par exemple, on peut avoir une perte sur le revenu, mais surtout quand on voit par exemple les mesures qu'on peut mettre en place à côté, qui pour la plupart ne sont pas remboursées, voilà, il peut y avoir vraiment un enjeu financier derrière la prise en charge de cette maladie qu'est l'endométriose.
Et finalement, pour le rappeler encore une fois, l'infertilité encore une fois, le débat est un peu plus grand, mais on a aussi cette pression sociétale, voilà, de la maternité qui peut être aussi très compliquée à affronter lorsqu'on souffre de problèmes d'infertilité. Je passe au visionnage du court Alors, je métrage. voudrais d'abord répondre à une question qui demande s'il y a des nouveaux traitements hormonaux proposés qui minimiseraient les effets secondaires. Alors, tout traitement hormonal, tout traitement d'ailleurs, quel qu'il soit, a des effets secondaires et malheureusement, les effets secondaires sont assez individuels, si j'ose dire, c'est-à-dire que toutes les femmes ne les ressentent pas, toutes les personnes ne les ressentent pas. Un traitement pourra très bien aller à une personne et beaucoup moins à une autre. Là, c'est très, très variable et malheureusement, ben, voilà, tout traitement hormonal en plus a son effet secondaire. En revanche, les techniques, les soins de support sont un excellent atout pour pallier les effets secondaires, justement. L'acupuncture va très bien aider, tout ce qui est sophrologie aussi, méditation, tout ça, ça va vraiment aider sur la gestion des effets secondaires apportés par les traitements. Voilà. Et effectivement. Yasmine, excusez-moi, Oui. je voudrais juste, comme là on est dans la série des questions, je voulais m'assurer, comme il y avait des questions qui étaient posées en fait en amont du webinaire, si vous aviez bien accès, si vous préférez y répondre maintenant ou après le visionnage de la vidéo. Alors, je les ai notées effectivement. D'accord. Et on peut les voir à la fin, après. c'était juste pour être sûr. D'accord. Tout à fait. Merci. Je me suis souvent demandé ce qu'aurait été ma vie sans toi. Aurais-je été moins fatiguée, moins cernée, moins blanche, moins inquiète? 5 carnets dans le mois. Vous foutez-moi? Non mais vous croyez que je planifie mes arrêts? Foutez que vous soyez cloué dans votre lit le week-end. Ce qui m'intéresse. Aurais-je gardé mon emploi, travaillé différemment ou mieux gagné ma vie? Aurais-je été autrement si tu n'avais pas été là? Vous avez une endométriose. Une simple phrase à 60 € pour expliquer ces heures sans sommeil, ces mois d'angoisse et ces futures années de souffrance. Avais-tu prévu ton coup lors de mes premières règles? Et dans tous ces moments où tu m'as broyé le ventre, tordu le visage et déchiré le dos? As-tu ri de me voir aussi prostrée, suppliant que tout s'arrête pour enfin me laisser un court moment de répit? Ça va pas. Pas du tout. Laisse, viens t'allonger. Une brutalité de chaque mois devenue quotidienne, où parfois même je ne touchais plus terre. Combien de temps pour aller mieux? Combien de médecins, de discours, de traitements, d'hôpitaux? On va trouver. La douleur, c'est dans votre tête. Non mais en fait, vous comprenez pas, je suis en train de vous expliquer un vrai problème. Toute cette errance pour enfin te reconnaître et essayer de t'arrêter. Tapis dans l'ombre, tu sais être vicieuse, dans l'attente d'une toute petite faille. Bonjour, je viens demander. Une vie de bras tendus, de regards impuissants face à ces silences pesants, quand on ne peut être que spectateur. Combien de choix à faire même dans le simple fait de boire ou de manger? Ne plus pouvoir faire l'amour ou même se toucher. Moi non plus, j'en peux plus. On peut pas sortir le soir, on n'a plus de vie, elle peut pas bosser. 4 petits mots que je me répète encore et toujours. Si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je été sans toi? Aurais-je eu des enfants? Combien d'essais? Parfois même de deuil à faire.
Cette peur de ne pas tenir bon au pire, de devoir un jour y renoncer. Mais parce que je suis forte et que je te fais peur à toi aussi. Parce que je suis une femme sur 10, résistante, souriante, qui se demanderait presque comment tu aurais pu faire ta vie sans moi. Toi, mon endo, mon amère compagne. Car non, tu ne me définis pas. Et cette bataille, c'est moi qui la gagne. Parce que je suis étendue là, presque endormie pour la énième fois. Parce que je suis celle qui aura tout simplement appris à vivre à tes côtés. Ou mieux, sans toi. Alors, s'il y a une chose qu'il faut retenir de ce court-métrage, c'est cette dernière phrase: «Car non, tu ne me définis pas». Ça, c'est vraiment très important, que toute personne atteinte d'endométriose ne laisse jamais la maladie la définir. C'est pour ça que chez EndoFrance, nous n'utilisons jamais le terme endo-girl, parce que non, on n'est pas que ça. On sait que vivre avec une endométriose au quotidien, c'est difficile et c'est invalidant. Ça a un impact sur toutes les facettes de la vie, comme l'a très bien illustré ce court-métrage. Mais pour autant, on peut vivre mieux avec la maladie, on peut la stabiliser, on peut réussir à ne pas penser qu'à elle. Et ça, c'est très, très important pour avancer. Josépha, tu veux continuer? Oui, je peux continuer. Donc l'intérêt aussi du webinaire d'aujourd'hui, c'était vraiment de faire le focus sur la vie professionnelle. Et on sait, voilà, on a déjà vu la liste de l'impact, je dirais, social, et encore, c'était pas exhaustif, je pense. Mais voilà, bah, sur la vie professionnelle, il y a un impact, puisque 65% des femmes atteintes d'endométriose reconnaissent un impact négatif de la maladie sur leur quotidien professionnel, puisque forcément, quand on souffre de douleurs chroniques ou de douleurs associées à l'endométriose, voilà, on a, je dirais, déjà une partie de notre corps et de notre esprit qui est pris par cette douleur et qui nous empêche, soit déjà, par exemple, de nous rendre au travail ou de travailler de manière efficace, puisque voilà, notre corps est transcendé par la douleur. Ou par exemple, même si la crise est passée, que on puisse, voilà, on avait une crise la nuit, le fait de se réveiller le matin, si on a réussi à dormir et de devoir être à l'heure et en bonne forme au boulot, et des fois ça peut être très compliqué. Les troubles physiques associés, tant que ce soit digestif ou urinaire, comme on en a parlé avant, ou par exemple la station debout-assise, selon, je dirais, le poste qu'on occupe, ça peut être très compliqué. Ou quand on a par exemple des troubles digestifs et urinaires, qu'on est obligé d'aller aux toilettes, qu'on n'arrive pas à se retenir, par exemple, d'aller aux toilettes, et que peut-être le toilette il est à l'autre bout de l'étage, ou voilà, pas accessible. Ça peut être extrêmement compliqué à vivre au quotidien dans son environnement professionnel. On revient aussi sur les effets secondaires des traitements, qui peuvent être la fatigue, par exemple, les bouffées de chaleur, tout ce qui est aussi l'impact sur la concentration, par exemple. Ça peut avoir un impact sur la vie professionnelle, sans parler de la fatigue et de la fatigabilité. Donc le fait qu'on se fatigue beaucoup plus vite peut-être que les autres, et que tout simplement, des fois, quand notre corps est pareil, répond à la douleur, à
d'inflammation, que voilà, on n'a pas d'énergie, on est vraiment à plat. Et ça encore, c'est très compliqué à comprendre en fait pour les gens qui nous entourent, parce que voilà, peut-être 1 heure avant, ça allait, on avait beaucoup d'énergie, et puis 1 heure après, voilà, on est complètement à plat, peut-être un peu irritable, etc. Donc ça peut être compliqué aussi à comprendre pour notre entourage professionnel. L'absentéisme et le retour au travail, j'en ai parlé avant, notamment voilà, quand on a des jours de carence, etc. On ne commande pas, c'est une maladie, on ne sait pas quand la douleur va venir, ou peut-être qu'on va devoir se faire opérer, être absente pendant quelques temps. Ça peut être problématique parfois pour une équipe, parce que voilà, on va devoir reprendre au pied levé peut-être les affaires de sa collègue, et puis après quand on retourne au travail, peut-être c'est pas à plein temps, peut-être qu'on a des symptômes qu'on n'avait peut-être pas avant. Voilà, donc tout ça, et surtout si par exemple notre entourage professionnel ne le sait pas, et qu'on va déployer encore une énergie supplémentaire à camoufler tout ça, voilà, il y a des chances que ça ait un réel impact sur la vie professionnelle. Je passe à la slide suivante. Des pistes du coup pour Yasmine, je te laisse la parole, ou tu... Non, c'est bon? Oui, tu peux continuer. D'accord, ok. Alors, je vais retourner sur... ça, je sais pas ce qui se passe. Ah, voilà. Voilà, c'est ce que je disais avant, ça peut être compliqué. Voilà, on se pose la question, est-ce que je dois en parler? Est-ce que je dois pas en parler? Parfois, ça peut être très compliqué déjà à camoufler. Donc, on s'isole aussi, je dirais, de son entourage professionnel. On souffre en silence. Une fois de plus, parfois, on peut être réduite au silence. Donc, voilà. Après, ça peut être un choix aussi de ne pas en parler au travail, mais voilà, ou de mentir. Mais ça peut être aussi, je dirais, pour un employé ou une employée dans ce contexte-là, le fait, je dirais, de ne pas en parler, ça accapare aussi une partie du cerveau, parce que voilà, on doit toujours penser, ok, à qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Donc on vient pas, je dirais, avec l'entièreté de sa personne au travail, et ça peut avoir un impact aussi sur sa productivité, sa concentration. En parler, on s'expose aussi, je dirais, au jugement négatif de sa hiérarchie, de ses collègues, notamment à cause de la méconnaissance de la maladie. Et puis, on dévoile aussi sa vulnérabilité, que oui, on est malade, c'est comme ça, on est vulnérable, on peut peut-être pas faire tout ce que les autres font, mais bon, on est des personnes à part entière, et on peut amener aussi notre productivité au travail. Pour l'employeur, quels sont les enjeux? Donc, gérer la désorganisation du travail en cas d'absence, c'est ce que j'ai mentionné avant, et aussi éventuellement la frustration de l'équipe, parce qu'une fois, 2 fois, ça peut aller, on remplace son collègue ou sa collègue, mais bon, au fur et à mesure du temps, on a peut-être des collègues qui vont être un peu moins patients, moins empathiques. Donc là encore, je dirais l'information et la communication est vraiment le maître mot, mais je vais pas spoiler le slide d'après. Je reviens juste sur l'étude Endo-Travail qui a été réalisée. Donc 64% des malades interrogés, désolée, je vois plus le slide, en ont parlé à leur employeur, donc c'est aussi encourageant, je dirais, par rapport à ça. Il y a 25% des employeurs qui ont proposé des aménagements, ce qui est vraiment un plus. Par contre, 12% déclarent que leur employeur a réagi de manière négative, et 8% affirment que leur direction a pris des décisions négatives affectant leur poste. J'ai été aussi personnellement assez surprise, mais 8%, ça reste quand même de trop, et 12%, c'est pareil, c'est voilà, encore trop haut pour voilà, des employeurs qui réagissent par rapport à l'atteinte de la maladie chronique dans leurs équipes. Voilà. Je continue ? Oui, oui. Ok, d'accord. Du coup, on a réfléchi avec
voilà, tous les partenaires avec qui on travaille voilà, des solutions à proposer. Après, je rappelle aussi que ça appartient à chacun, tant aux salariés qu'à l'employeur, de mettre des choses en place pour pallier, je dirais, à une meilleure intégration des malades d'endométriose et même des malades chroniques à plus grande échelle. Donc déjà pour la salariée, là je vois que d'ailleurs il y a une coquille, c'est « et eux », rencontrer et informer le médecin du travail. Donc on a de la chance, mine de rien, en France, on a des institutions qui nous aident pour je dirais la médecine du travail. Donc je dirais que c'est un premier levier qui peut aider la salariée à être mieux intégrée sur son lieu de travail. Il se peut encore qu'il y ait des médecins du travail qui ne soient pas très bien formés à cette pathologie, mais néanmoins, je dirais c'est déjà un premier pas pour en parler et essayer de faire avancer les choses par rapport à son intégration professionnelle. Lorsque l'on revient peut-être d'une grosse opération ou que voilà, travailler à temps plein n'est plus possible, on peut envisager un mi-temps thérapeutique, toujours en accord avec son médecin traitant et peut-être l'équipe pluridisciplinaire qui vous entoure. Et de même pour la RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui peut être demandée, mais ici encore, il faut vraiment, je dirais, l'aval et l'appui de votre staff médical pluridisciplinaire qui vous entoure afin de voir ce qui est possible de faire. Mais il n'y a pas, je dirais, l'endométriose n'ouvre pas un droit automatique à ce type de reconnaissance, donc c'est vraiment au cas par cas et à vous aussi de réaliser votre dossier pour montrer l'impact, je dirais, vraiment sur votre vie professionnelle. Il se peut que des fois, ça ne suffise pas et que votre profession ne puisse plus s'exercer de par les limitations peut-être physiques que vous avez. Donc, on en entend aussi beaucoup. Nous, comme on est au contact des patientes, beaucoup qui font de la reconversion. Par exemple, j'ai notamment le cas de plusieurs infirmières, par exemple, pour lesquelles c'est physiquement trop important en fait de se mobiliser au travail, qui voilà, pensent à se reconvertir ou se sont déjà reconvertis vers d'autres professions. J'ai mis ici quid des auto-entrepreneurs. Ça, on l'a vu notamment dans l'enquête qu'on a réalisée, c'est que voilà, les entrepreneurs ont un régime spécial. Donc même déjà au niveau, je dirais, des assurances, etc., ils ont une prise en charge qui est différente. Pour certains, ça peut être, je dirais, une alternative d'être son propre employeur, puisque après, vous faites un peu ce que vous voulez. Et puis, quand votre santé décide d'être capricieuse, vous pouvez vous arranger. Néanmoins, il y a tout un aspect, je dirais, assurance santé qui est parfois un peu précaire pour les auto-entrepreneurs. Pour l'employeur, des pistes, et on s'en réjouit aussi de notre travail avec Kerialis, par exemple, et d'autres entreprises qui nous demandent d'intervenir auprès de leurs salariés. Je dirais le premier pas, c'est vraiment de communiquer, d'informer, de former sur cette maladie afin qu'on soit, que même les collègues qui nous entourent, l'environnement professionnel, sachent de quoi on souffre et quels sont les enjeux à l'heure actuelle de l'endométriose. Les modes de travail alternatifs, alors on n'a pas eu trop le choix depuis l'année dernière, mais voilà, le télétravail, ça peut être, je dirais, par exemple, entre autres, un mode de travail qui permette aux personnes qui souffrent d'endométriose ou de maladies chroniques d'être plus apaisées, de pouvoir faire mieux face à leurs symptômes dans le cadre professionnel. Instaurer des plans de carrière, de suivi individuel. Je suis professionnelle des ressources humaines, donc pour moi déjà c'est normalement un must de suivre ça, mais je trouve que voilà, la communication entre un manager et son salarié est essentielle et voilà, d'avoir des plans de carrière qui fassent sens aussi à la lumière peut-être d'une situation de santé difficile, ça peut faire sens pour les malades d'endométriose. Favoriser l'inclusion et la diversité, on en entend beaucoup parler en ce moment et ça en fait partie aussi d'informer sur la maladie et de mettre en place, même si c'est à petite échelle,
des choses qui favorisent l'intégration de ces salariés. Je sais pas, avoir une place de parking plus proche ou voilà, ce que je disais par rapport avant aux toilettes, juste d'avoir cette compréhension de se dire peut-être voilà qu'on est peut-être mieux placé si on est plus proche des toilettes, ça peut aider. Donc voilà, tout ça, ouvrir le dialogue avec ces salariés, ça peut vraiment aider. Et finalement, la responsabilité sociale des entreprises, c'est un dispositif aussi français qui permet aux entreprises qui encourage d'ailleurs les entreprises à s'engager d'un point de vue social, donc de soutenir par exemple des associations, de faire des dons, des actions pour contribuer, je dirais, à la meilleure information sur des aspects sociaux. Voilà. Et donc c'est ce que je disais aussi, ça s'applique pour l'endométriose, mais quand on sait qu'une personne sur 5 souffre de maladies chroniques, ça s'applique un peu à tout le monde et à toutes les entreprises, puisque certainement autour de vous, vous avez des gens qui souffrent de maladies chroniques et peut-être que vous ne le savez pas. Voilà, donc je laisse la parole à Sandra et Yasmine pour nous présenter ce beau partenariat entre Kyrialis et EndoFrance. Effectivement, Sandra, vous l'avez un peu dit en préambule, Oui. C'est vrai que nous avons eu un premier contact en 2019. Vous m'avez expliqué justement être manager et avoir au sein de votre équipe une ou plusieurs personnes atteintes d'endométriose, notamment une, et que vous étiez alertée, que vous étiez à son écoute, et vous m'aviez demandé à l'époque de venir informer le reste de l'équipe de cette pathologie, de ce qu'elle impliquait, de son impact dans le quotidien. Et c'est de là un peu qu'est née l'idée de faire quelque chose ensemble, de mutualiser nos moyens et nos compétences pour informer le salarié de l'existence sur cette pathologie et sur la personne qui en souffre. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que de là est née l'idée de rédiger un livre blanc, endométriose et emploi, dont l'objectif est de donner des pistes à la fois aux salariés et aux employeurs pour, comme l'a très bien développé Josepha à l'instant, pour pouvoir concilier vie professionnelle et vie avec une maladie chronique comme l'endométriose. Donc ça a commencé, notre partenariat a commencé par cette action de sensibilisation, ce livre blanc. Le webinar, c'est vraiment, je dirais, la traduction aussi de ce livre blanc. Et puis des dépliants que vous distribuez à vos clients avec nos 2 logos pour informer sur la pathologie. Voilà. Oui. Et puis, il y a quelques mois, on avait aussi exposé les tableaux qui avaient été exposés l'année dernière lors de la semaine de l'endométriose dans nos locaux, justement pour pouvoir aussi informer en interne et lors des visites qu'on avait pu avoir et qui s'est terminée il y a quelques semaines. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà, alors effectivement, vous allez trouver des ressources sur notre site internet. Je vous encourage à le lire. Corrigé, complété par des médecins. Il y a donc une valeur scientifique dans ce que l'on dit, en tout cas une fiabilité. Voilà, donc il y a une notice d'information qui s'appelle Comprendre l'endométriose, qui a été développée en partenariat aussi avec des médecins à l'issue d'un travail fait sur les recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose qui a été mis en place par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Il y a des dépliants qui expliquent comment se déroule une IRM, comment se déroule une échographie, ce qu'est l'endométriose. Il y a un guide très complet qui s'appelle le guide du parcours de soins des personnes atteintes de maladies chroniques, qui va expliquer un petit peu toutes les démarches administratives, notamment, comme comment se tourner vers la MDPH pour faire une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d'autres démarches qui vont dans ce sens-là.
Il y a bien sûr ce livre blanc. Et puis, nous avons tout un réseau de bénévoles qui sont là pour répondre à vos questions et vous orienter vers des spécialistes partout en France. Voilà. Yasmine, je ne sais pas Oui. si il restait encore des questions ouvertes Oui, par rapport à ça. Je les ai. Ouais, du coup, je vais te les poser. Donc, après, la RQTH, donc la demande MDPH pour aide aux soins thérapeutiques, c'est pas vraiment la vocation de la MDPH pour l'aide aux soins thérapeutiques, Yasmine. Ah non. Non, pas du tout. Effectivement, la MDPH va plutôt regarder le handicap, le niveau de handicap, comment il invalide le quotidien de la personne et effectivement octroyer cette reconnaissance de cette RQTH de façon à pouvoir, à ce qu'elle bénéficie d'amélioration de conditions de travail, d'adaptation du poste de travail, voire adaptation du poste tout court avec un changement de mission. La médecine du travail est aussi un allié dans ce cas-là, il ne faut pas l'oublier. Mais effectivement, les soins de support qui peuvent aider ne sont pas pris en charge. Je crois que c'était la suite de la question. Ils ne sont pas pris en charge, malheureusement. Alors, la kiné, quand on rencontre des kinés qui sont formés à tout ce qui est pelvie, périnéale, à tout ce qui est viscéral, ça apporte une grande aide. Et la kiné, bien sûr, est prise en charge sur ordonnance par l'assurance maladie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, si vous avez la possibilité d'avoir accès à un centre antidouleur, dans les centres antidouleurs, il y a énormément de possibilités d'avoir accès à l'acupuncture, à la sophrologie, l'hypnose, à des psychologues ou à d'autres techniques comme le TENS notamment, pour gérer les douleurs en dehors des traitements médicamenteux, en accompagnement bien sûr du suivi médical. Yasmine, est-ce qu'il y a un lien établi entre endométriose, adénomiose et fibromyalgie? Alors, l'adénomiose, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. L'adénomiose se définit comme l'endométriose interne à l'utérus, si on veut schématiser, parce que ce n'est pas la vraie définition, mais si on veut schématiser, c'est l'endomètre qui, au lieu de sortir et de s'évacuer pendant les règles, va entrer dans le muscle utérin et de là former des lésions, des nodules. Comme l'endométriose le fait dans le ventre et ailleurs, l'adénomiose, ça se passe tout ça dans l'utérus, ce qui fait qu'on a un utérus très douloureux, très gonflé, etc. Il y a une étude qui est en cours, qui a été lancée par une équipe de Cochin, justement pour voir s'il y a un lien entre endométriose et adénomiose. Il s'avère qu'il y a quelques similarités, mais que ce seraient bien deux pathologies différentes. Et parfois, on a la malchance de cumuler les deux, adénomiose plus endométriose, mais on peut tout à fait avoir une adénomiose seulement, sans endométriose. La fibromyalgie, c'est beaucoup plus complexe. La fibromyalgie, on la retrouve souvent associée à l'endométriose. La fibromyalgie, c'est un diagnostic différentiel. C'est quand on a éclusé toutes les maladies inflammatoires, ce qu'on dit l'arthrite, sclérose en plaques, lupus, etc., et qu'il ne reste rien. Donc là, on est sur un diagnostic de fibromyalgie. C'est un défaut du cerveau, de la neurotransmission. En fait, le message, les nerfs continuent à envoyer un message douloureux au cerveau. C'est-à-dire que dans le cadre d'une endométriose, par exemple, qui a été vraiment très douloureuse, où il y a eu une grande souffrance pendant longtemps, où la douleur s'est chronicisée, où elle n'a pas été stoppée, eh bien, le nerf envoie ce message douloureux au cerveau. Et même quand on a été opéré, que les lésions ont été supprimées, le nerf continue à dire non, mais de toute façon, je dois avoir mal. Et comme il n'a plus de raison physiologique d'avoir mal, c'est là que ça devient fibromyalgie, ça devient un syndrome douloureux chronique, diffus, qui s'attaque à toutes les parties du corps. Et voilà. Alors, un lien en tant que tel, non, c'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on est obligé d'avoir une fibromyalgie, mais ce phénomène douloureux constant, répété, est enregistré par le cerveau et c'est le cerveau qui crée du coup cette autre inflammation diffuse parce qu'il n'a pas compris qu'il ne devait plus avoir mal, en fait, tout simplement. Il y a un médecin qui a écrit un article sur le sujet que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la rubrique comité scientifique, les articles sur le sujet. Merci.
Il est 15 heures, alors je suis consciente du temps, Oui. mais on aurait encore 2 questions. On peut encore répondre aux questions. Oui. Ok. Du coup, la dernière question qui nous a été posée avant, c'est que faire lors de la création d'adhérence qui bloque la digestion, je suppose que c'est la digestion, suite à l'opération d'endométriose? Alors ça, c'est valable pour toutes les opérations, toutes les chirurgies. Toutes les chirurgies vont créer des adhérences post-opératoires. La meilleure façon de soulager ces douleurs et de réduire les adhérences et de redonner de la mobilité aux organes, puisque les adhérences en fait vont emprisonner les organes et les empêcher d'être mobiles. Normalement, dans le ventre, tous les organes sont mobiles, ils baignent dans un liquide, etc. Ils sont mobiles. Et bien là, c'est empêché. Et la meilleure façon, ce sont des massages qui sont pratiqués par des kinés, justement des kinés viscéraux, ou des ostéopathes qui vont pratiquer la fasciathérapie et qui vont donc soulager toutes ces adhérences. Ça, c'est vraiment très, très utile avant une chirurgie aussi, mais après, pour redonner cette mobilité, pour déstresser les organes qui auront été stressés pendant la chirurgie. Et puis, tout au long du parcours douloureux, de toute façon, ça va apporter un très, très grand soulagement. L'ablation de l'utérus est-elle une solution finale? Non. J'aime bien cette question. L'hystérectomie n'est pas la solution à l'endométriose, absolument pas, puisqu'en fait, ce sont les ovaires qui régissent les hormones. Donc, si on a une endométriose un petit peu partout sur tous les organes, enlever l'utérus et supprimer les règles ne suffira pas. Je comprends bien la question puisqu'on dit prenez un traitement hormonal en continu pour ne pas avoir vos règles. C'est ça qui va empêcher la maladie de se développer. C'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on supprime l'utérus qu'on va supprimer les hormones, puisque ce sont les ovaires, encore une fois, qui les régissent, et l'endométriose va répondre aux hormones. Le fait que ça saigne, c'est juste une réaction. En fait, pourquoi on a nos règles? Parce qu'on n'a pas eu de fécondation, que la muqueuse qui s'était gonflée, qui avait grossi pour accueillir un embryon, elle n'a pas lieu de le faire puisqu'il n'y a pas eu de bébé en route, donc elle se détache et elle saigne. Et ces petits morceaux d'endomètre, ces petites cellules qui réagissent comme l'endomètre partout dans le ventre, vont réagir elles aussi aux hormones et se mettre à saigner. Et c'est pour ça qu'on dit, stopper les règles, ça évitera aux lésions qui sont à l'intérieur de l'organisme de saigner elles aussi, puis de grossir et de permettre le développement de la pathologie. Mais si on supprime les règles parce qu'on n'a plus d'utérus, mais qu'on laisse les ovaires fonctionner, ils vont quand même envoyer le message hormonal que c'est l'heure du cycle où normalement la muqueuse doit gonfler et que ensuite elle doit dégonfler. Et cette variation hormonale va nourrir les implants d'endométriose qui sont un petit peu partout sur les organes. Donc, si on a de l'endométriose, l'hystérectomie n'est pas la solution. En revanche, si on a une grosse adénomiose seule et vraiment définie comme telle, là, effectivement, la solution radicale, c'est de supprimer l'utérus. Merci, Yasmine. Du coup, on a répondu à toutes les questions, enfin, je pense. On a tout couvert. Ou Sandra, je ne sais pas si vous aviez encore quelque chose. Non, c'est bon. On a pu répondre. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes les questions finalement au cours de la présentation. Merci à tous pour ce temps passé avec nous. Et on a bien débordé puisqu'on a pris 20 minutes de plus. Et tout le monde est resté connecté. Donc, merci à tous. Sachez que la présentation sera téléchargeable depuis notre site internet et il y a un replay qui sera également disponible pour les personnes qui n'ont pas pu assister. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi, très belle semaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.